va démarrer avec donc une première table ronde. Petite entre guillemets dans le sens où il y a deux intervenants, qu'on a intitulé « Monde d'après ». Alors c'est un peu pompeux, vous allez voir. Hein. « Monde d'après, quelle transition socio-économique dans les territoires ?» L'idée du monde d'après, c'est de dire qu'il y a eu un épisode cette dernière année qui a été assez marquant et de se poser la question de qu'est-ce que ça peut changer finalement de manière un peu radicale par rapport à ce qu'on faisait avant. À un moment où on lance un plan de relance qui relance à peu près ce qui se faisait avant sans le changer. Donc voilà, comment on peut éventuellement trouver des nouvelles voies. Je vais donc convier Marie-Hélène Muller, qui est coprésidente de l'association TERA, T-E-R-A. Bon, on va largement en parler. Et puis André Jaunet, alors je ne sais pas trop comment le décrire, parce qu'il a fait tellement de choses, il fait tellement de choses. Docteur en sciences de gestion, fonctionnaire territorial, créateur de réseaux de business angel, etc. Merci, hop, je vous rejoins. Hop, c'est tout bon. Alors peut-être juste pour commencer, je vous ai très très brièvement présenté, mais Marie-Hélène Muller, est-ce que vous voulez dire quelques mots additionnels sur qui vous êtes et d'où vous venez? Ok, du coup, je viens, alors là actuellement effectivement je suis coprésidente de l'association TERA, donc où on est basé dans le Lot-et-Garonne, mais avant j'étais chercheur à l'INRA en génétique des populations et j'ai été pas mal investie dans le milieu associatif où je suis passée par... des associations comme Artisans du Monde, un projet de monnaie complémentaire, le mouvement français pour un revenu de base. Et à un moment, j'ai switché. Et là, maintenant, je suis investie dans l'association TERA, donc je vous parlerai un petit peu plus après. Intégralement, vous y passez Intégralement, voilà. Je suis actuellement en disponibilité du coup de mon poste à l'INRA et je suis investie à 100% dans l'association. Voilà. André Jaunet, alors comme je l'évoquais, vous avez une vie assez riche d'expériences. Peut-être prenez un petit peu de temps pour dérouler des éléments un peu fondamentaux parce que ça, voilà, ça dresse le portrait. Oui, alors en fait, moi j'ai commencé par être instituteur parce que j'ai passé le concours de l'école normale pour avoir des études gratuites et je me suis fait virer de l'éducation nationale pour rien d'immoral. J'étais un peu libertaire et tout ça. Et alors que je serais resté confortablement dans cette vie toute ma carrière, évidemment, comme tous les enseignants, ça m'a permis de changer sans arrêt ensuite de métier et de travailler dans le social, en psychiatrie, avec les délinquants, puis avec la finance, dans le développement local, dans l'économie, dans le patrimoine, enfin dans des tas de secteurs très différents, la politique de la ville, etc. Et pour moi, l'activité, ça a été un voyage, enfin ça continue d'ailleurs, c'est pas terminé. Actuellement, je travaille beaucoup sur le patrimoine rural sartois, le patois, etc. Et mon père disait, avec le parler sartois, qui est très proche du parler d'ici, 12 métiers, 13 misères. Et en fait... moi, je dément complètement cet adage paternel. C'est très heureux de changer de métier. Et vive l'activité. 13 richesses, donc, on pourrait dire. On va donc se consacrer, dans un premier temps, un peu à la description de l'expérience TERA, qui est assez originale, on pourrait dire, innovante, atypique. Donc, il faut creuser un peu pour bien expliciter ce que ça représente. Et puis, André interviendra un peu avec des éléments un peu d'analyse en prise de recul dans un second temps. Peut-être une première question simple. Est-ce que vous pourriez définir en quelques mots un peu concrètement ce qu'est TERA ? Ça marche. Alors, c'est effectivement un projet assez touffu. Donc, on ne sait jamais trop par quel côté de l'éléphant on va l'aborder. Du coup, TERA, ça veut dire tous ensemble vers un revenu d'autonomie. On expliquera un petit peu ce que ça veut dire derrière. Et l'enjeu, c'est... donc, on est une association qui s'est installée dans le Lot-et-Garonne à peu près fin 2015. Et on vise de créer sur le territoire dans lequel on s'est installé ce qu'on appelle un écosystème coopératif qui est basé sur plusieurs piliers, qui est relocaliser des activités de production correspondant à des besoins fondamentaux, alimentation, énergie, habitat, etc. Le faire évidemment en respectant les limites de la planète, en abaissant notre empreinte écologique, en limitant notre impact sur l'environnement. Utiliser une monnaie citoyenne locale pour valoriser cette production et échanger en fait, avec le territoire de manière en fait, à irriguer le territoire de la richesse qu'on veut créer localement. Et grâce à cette richesse créée, pouvoir garantir à chacun un revenu d'autonomie qui soit au moins égal au seuil de pauvreté, plus 1 euro. Donc c'est vraiment un projet assez systémique qui se caractérise par l'idée de vraiment de créer un modèle économique durable sur le territoire dans lequel on s'installe.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la manière dont ça a émergé et puis je ne sais pas si vous avez dit à quel endroit aujourd'hui ça se situe. Alors là, à l'heure actuelle, on est dans le Lot-et-Garonne, donc dans une zone rurale autour d'un village qui s'appelle Tournon-d'Agenais. 3/4 d'heure au nord d'Agen, 3/4 d'heure à l'ouest de Cahors. Donc c'est une zone assez peu densément peuplée. Ça a émergé, en fait, c'était initié par quelqu'un qui s'appelle Frédéric Bosquet, qui était entrepreneur, qui a eu pas mal aussi plusieurs vies. Et plus récemment, il a initié le projet de monnaie locale complémentaire de Toulouse, le mouvement français pour un revenu de base. Il a créé des entreprises. Et en fait, c'est lui-même, à un moment, quitté tous ses engagements, suite au constat qu'en fait, il y avait beaucoup d'initiatives à travers le territoire dans plein de dimensions différentes. Et avec l'intention de s'installer localement et d'essayer de voir comment on pouvait articuler toutes ces dimensions-là de manière à créer un écosystème qui soit vraiment résilient et qui réponde plus concrètement à plein d'enjeux différents, aussi bien écologiques, sociaux et humains. Donc il a tout lâché à peu près fin 2013. Il y a eu plusieurs tours de France. Alors à ce moment-là, moi je travaillais encore à l'INRA et j'ai été vraiment séduite par le projet avec vraiment cette idée de commencer à expérimenter maintenant sans avoir une forme qui soit fixée. Et ça, on verra après que c'est vachement important. On a des principes, mais on ne sait pas exactement quelle forme juridique, humaine, ça va prendre. Et donc, j'ai fait les tours. On a visité pas mal de lieux en France, pas mal de territoires, et ça nous a donné un petit peu une vision d'ensemble d'expériences, de différents types d'expériences. Et on a eu la chance d'avoir un sympathisant qui nous a mis à disposition une ferme dans le Lot-et-Garonne. Donc, on est arrivé dans le Lot-et-Garonne à cet endroit-là, fin 2015. Et là, petit à petit, donc il y avait déjà des personnes qui nous avaient rejoints dans notre parcours un peu itinérant. Des gens se sont installés. Donc c'est vraiment la particularité du projet. C'est beaucoup de gens qui étaient aussi en questionnement par rapport au sens de leur activité, qui ont choisi à un moment de quitter leur activité pour s'installer, pour venir contribuer à différents niveaux. Donc c'est à la fois une richesse parce que c'est plein de gens super motivés qui disent on veut faire un fonctionnement sociétal différent. Et en même temps, c'est une difficulté parce qu'il y a plein de compétences à acquérir dans tous les domaines qu'on a envie de créer. Et du coup, c'est vraiment une initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'elle se base sur de l'énergie qui est assez largement bénévole jusqu'à aujourd'hui. L'idée étant quand même de sortir de ça tout à fait, ouais. À un moment donné. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est que les gens sont venus avec leur motivation en se mettant quelque part en danger au niveau professionnel. Après, il y a plein de gens qui ont fait des choix différents, mais à l'heure actuelle, il y a quand même une 50aine de personnes qui se sont installées, dont certains ont commencé à créer des activités, mais qui effectivement, pour l'instant, ne dégagent pas suffisamment de revenus pour garantir en fait ce revenu à chacun. Donc pour l'instant, on fonctionne un petit peu à la bricole avec soit des revenus de transfert, enfin des personnes qui ont encore leur allocation chômage, ou bien encore des RSA, et qu'on complète avec des recherches de financement. Donc on pourra un petit peu détailler un petit peu tout l'enjeu de comment on finance cette phase de démarrage, qui est vraiment la phase la plus difficile. Et si je reviens au titre de la table ronde, qui est peut-être moins... la manière dont la table ronde a évolué, on y reviendra, le rend peut-être moins pertinent, mais on est sur une logique finalement d'un nouveau modèle socio-économique relativement complet. Petite utopie, on pourrait dire, presque d'une certaine manière, concrète. Et du coup, si on peut revenir sur peut-être les grands piliers que vous avez évoqués au début, parce qu'il y a tout un tas de champs, de portes ouvertes. Peut-être, pour commencer, il y a une notion assez forte autour des besoins fondamentaux. Il y a quelque chose de l'ordre de finalement se re-questionner sur ce dont on a besoin. Ouais. Il y a effectivement plusieurs piliers. Le premier, c'est les besoins. On dit aussi la production, de dire on veut produire localement un maximum de ce dont on a besoin pour vivre. Donc ça veut dire il y a l'alimentation, l'énergie, tout un tas de besoins. Et aussi associé à ça, on veut produire et en même temps réfléchir à comment on va les distribuer. Donc la production et la distribution vont ensemble pour que ce qu'on produit soit accessible aussi. Donc on travaille à la fois sur des activités de production, effectivement, et aussi sur des réseaux de distribution, donc qui sont encore au stade... comme je parlais d'éléphant, on est un peu un petit éléphanto en ce moment. Donc on a tous les petits organes en miniature, donc des activités de production qui démarrent, des systèmes de distribution qui démarrent. Mais l'idée, c'est vraiment de voir quels sont les besoins, s'approvisionner en produits locaux, se déplacer en milieu rural, ça va être un gros enjeu, la mobilité, se loger, avoir de l'énergie, avoir un habitat qui soit passif, qui soit un maximum autonome. Et donc, on essaye de commencer par ces pistes-là. Et concrètement, qu'est-ce qui est déjà un petit peu en place ? Et alors, concrètement, à l'heure actuelle, je peux donner les autres piliers après, parce que c'est vachement important. Oui, bien sûr, on y revient. D'abord, la production.
le point qui va avec, après, ça va être la monnaie. C'est-à-dire qu'on a un gros enjeu autour de quelle monnaie on va utiliser pour échanger cette production. Et ça, c'est un moyen non seulement financier, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est essayer de rapatrier en fait l'argent sur ces territoires dont, je sais plus, je pense que c'est ce que tu vas dire tout à l'heure, dont l'épargne a plus tendance à ne pas être valorisée ou à s'échapper du territoire. Donc l'idée d'une monnaie citoyenne locale, c'est vraiment de dire on produit et après on va créer un réseau d'acteurs pour relocaliser les échanges. C'est-à-dire que l'abeille, nous on utilise l'abeille, on a eu la chance d'avoir une monnaie qui existait déjà, va circuler. Une fois que j'ai mon abeille, je sais que je peux l'utiliser dans un réseau d'acteurs et que progressivement ce réseau d'acteurs va s'élargir. Donc l'argent ne va pas s'échapper vers les marchés financiers ou vers des pays à plus bas coût, mais va rester pour soutenir les producteurs locaux. Et dans le même temps, les abeilles, ça fonctionne avec une masse monétaire qui circule, une monnaie citoyenne locale qui circule, et des euros qui sont la contrepartie. Ces euros peuvent servir à investir sur le territoire. Donc il y a vraiment souvent un double effet dans les monnaies citoyennes locales. Une masse monétaire qui circule et un stock de monnaie qui sert à investir et soutenir des investissements, les démarrages d'activités. Peut-être un autre pilier, on l'évoquait, et c'est d'ailleurs le nom de l'association originellement, le revenu d'autonomie. Voilà. Alors si on peut un peu expliciter ce que ça veut dire et éventuellement aussi le distinguer d'autres termes, un d'ailleurs qui est aussi en vigueur chez vous, le revenu de transition écologique. Et puis on a entendu parler un petit peu dans la dernière campagne présidentielle de revenu universel ou revenu de base. Enfin, est-ce que tout ça c'est pareil ou est-ce qu'il y a des différences ? Alors, le revenu universel, c'est l'idée que chaque citoyen, de la naissance à la mort, doit avoir le droit à un revenu inconditionnel, c'est-à-dire non lié à une activité ou à une contrepartie. Alors, nous, localement, c'est aussi ce qu'on vise, mais la particularité qu'on a, c'est qu'on veut que cette richesse qu'on distribue repose sur une production locale. On veut être capable de produire cette richesse, mais simplement la distribuer d'une manière différente, c'est-à-dire une partie qui dépendra de l'activité que moi je vais avoir et pour lequel je vais pouvoir vendre sur un marché ou vendre un service, et un autre partie qui va être un socle, qui va être une part de la richesse créée collectivement qui sera garantie à chacun. Donc nous, par rapport au revenu universel, la particularité c'est garanti par une production locale et distribué en grande partie en monnaie citoyenne locale pour que justement cet argent qui est distribué, il circule dans le territoire. Donc ça c'est la particularité. Le revenu de transition écologique, ça c'est autre chose, et c'est quelque chose dans lequel on s'appuie pendant notre période d'amorçage, parce que comme je l'ai dit, on a des activités qui démarrent, mais on a peu de production pour le moment. Le revenu de transition écologique, c'est quelque chose qui a été initié par une chercheuse suisse qui a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Zoein. Et son idée, c'est... il y a plein de besoins en fait, associés à la transition écologique, mais des besoins qui à l'heure actuelle ne peuvent pas être financés par le marché classique. Nous, ça peut être, on veut développer le réseau d'une monnaie citoyenne locale. Il n'y a personne qui va payer pour ça. On veut créer, j'ai vu qu'il y avait plein de questions de comment on anime un territoire, comment on crée du lien avec les acteurs. Et bien souvent, il faut aller surfer pour avoir des subventions, répondre à des appels d'offres. Plein de fonctions que nous, on appelle des fonctions écosystémiques, en fait. Des fonctions qui permettent de démarrer en fait, ces activités-là. Et donc, elle, ce qu'elle propose, c'est, elle travaille avec 5 territoires d'expérimentation, c'est de financer, d'inviter ces territoires à définir quels sont leurs besoins, et après, elle, de fournir des financements pour que ces activités démarrent, jusqu'à ce qu'elles soient capables, qu'un modèle économique permette de les financer. Et donc, nous, on travaille avec eux parce qu'on a besoin de ça pour démarrer, effectivement. Et là, comme c'est des fonds de fondation, ça a vocation à être temporaire et après, il faut que quelque chose se construise. Voilà. Et que ça tienne. Et que ça tienne, c'est tout l'enjeu. Et donc, peut-être dernier pilier, justement, la question des modèles d'organisation et des modèles économiques par rapport à une dynamique citoyenne type écolieu, comme peut-être on peut en voir à pas mal d'endroits. Enfin, qu'est-ce qui est marquant côté Terra ? Il y a vraiment une volonté de travailler sur la capacité de pérenniser, finalement, ces activités et puis ce modèle économique, quoi. Ouais. C'est vrai que nous, on est aussi en lien avec le réseau des Oasis, qui est un réseau qui finalement fédère tout un tas de citoyens qui, eux aussi, cherchent à vivre autrement, créer des habitats participatifs, des fermes multifonctionnelles, etc. La particularité qu'on a, c'est que souvent, dans ces projets-là, le modèle économique, c'est un peu un point aveugle. Donc les gens arrivent avec plein de bonne volonté, et puis finalement, ils retournent à la ville, ou alors ils doivent avoir un boulot à côté, alimentaire, pour arriver à faire vivre leur utopie quelque part.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de créer. C'est pour ça qu'il y a ces piliers produire, la monnaie, la manière dont on distribue les revenus, comment on va chercher les financements. On veut créer des modèles économiques durables pour ces alternatives. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et on veut aussi vraiment construire avec l'existant. C'est-à-dire que là, j'ai dit qu'on est pas mal de nouveaux habitants. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on travaille de plus en plus avec les producteurs locaux, avec les collectivités. Donc là, on a un projet plus précis avec une commune pour faire ce qu'on appelle un quartier rural, donc qui alliera à la fois habitat et aussi formation à l'éco-construction, production d'énergie, maraîchage. Donc vraiment créer ce qu'on appelle des solutions intégrées. Et c'est vraiment ça, en fait, la clé un petit peu de notre modèle économique. Et ça, on est accompagné pour ça par le laboratoire Artemis, qui est un laboratoire qui promeut une démarche qu'ils appellent économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et l'enjeu, c'est de se dire comment chaque acteur, le maraîcher, le maître composteur, etc., la personne qui fait de la transformation, ne va pas chercher sa rentabilité tout seul, mais va construire un modèle économique à plusieurs et faire une offre qu'on appelle une offre intégrée. Et les personnes qui vont venir, par exemple, dans notre réseau de distribution, ils auront accès aussi bien à j'ai des légumes, comment je les cuisine, comment je les ai à proximité de chez moi, comment j'ai tout un panel de produits, pas seulement alimentaires, mais aussi peut-être des produits... j'ai plus des produits ménagers ou bien un service de mobilité, d'essayer vraiment d'avoir tous ces acteurs et après de réfléchir de comment on répartit la valeur. À l'heure actuelle, être maraîcher, le revenu des maraîchers, c'est vraiment beaucoup plus faible que le revenu de quelqu'un qui fait des formations. Et l'idée, c'est comment on va équilibrer ces revenus pour avoir une vision plus écosystémique de la rentabilité. Donc ça se construit petit à petit. Avec des logiques de solidarité et de redistribution à l'intérieur de l'écosystème. Exactement, c'est ça. Peut-être une dernière question. Justement, on parlait de monde d'après, passage de la crise sanitaire, du confinement, etc. Comment vous avez observé ça localement? Quelles conséquences ça a eu sur votre initiative? Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, par exemple, nous, en interne, alors il y a eu deux trucs. D'une part, on a été submergés de mails de plein de gens qui, pendant qu'ils étaient confinés, regardaient des vidéos, lisaient des bouquins, tout ça, et qui nous disaient « j'ai découvert votre projet, je veux venir ». Donc on a été, ça a été multiplié par 5, je pense qu'on avait déjà beaucoup de sollicitations. Et donc moi, ce dont je me rends compte, c'est que ça suscite vraiment plein de changements de volonté de changement de vie. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui se sont installés. Je ne regarde pas ce qui se passe ici. Désolée. Je ne sais plus où j'en suis du coup. Donc du coup, on a fait pas mal de visites, accueilli des groupes. Il y a des gens qui se sont installés, ils m'envoient un mail, je dis ça y est, j'ai pris un appartement à 15 km. Donc on a des gens qui du coup se rapprochent en fait. Donc on va voir toute la question de comment on les intègre, comment ça se passe pour eux. Je dis beaucoup, on a 5-6, mais ce qui est déjà quand même pas mal en 3 mois. Ça c'est le premier changement. L'autre changement, c'est le confinement. Notre réseau de distribution, elle a été vraiment boosté à ce moment-là, parce qu'en fait, ça nous évitait de nous déplacer. Donc il y a une petite équipe qui s'est vraiment mobilisée pour faire le tour des producteurs, pour aller compléter sur une plateforme de vente bio. Et donc notre réseau de distribution s'est élargi. Par contre, après, ça s'arrête. Et là, à la fin du confinement, il y a eu plein de dynamiques comme ça sur le territoire, hein, pas que notre initiative. Mais maintenant, les habitudes reprennent. Et donc là, il y a tout un truc de comment ça fait pas pchit et comment on pérennise, en fait. Il y a des choses qui sont nées, mais toute la question de la pérennisation qui est difficile. Ok, merci pour cette description assez précise. Grâce au dessinateur, André, on va pouvoir vous donner la parole. Bon, vous m'aviez dit, alors c'est un peu un hasard, enfin en tout cas dans la manière dont vous êtes arrivé. Alors peut-être je précise une chose, c'est que originellement, d'ailleurs sur le site internet ça n'a pas dû changer, Dominique Olivier, qui est le directeur ancien du coup directeur des fermes de Figeac, est invité en tant que président d'un pôle territorial de coopération économique qui s'appelle Figacteur. Alors, le hasard fait qu'entre le moment où on le sollicite et où il nous dit oui, il n'est plus directeur des fermes de Figeac et il n'est plus président du PTCE Figacteur. Donc, il s'est excusé en disant que c'était un peu compliqué d'intervenir dans ces circonstances, au-delà du fait qu'il y ait une passation du coup à la direction des fermes de Figeac. Bref, tout ça pour dire qu'on a eu l'occasion d'échanger il y a quelques temps avec André, et puis c'est comme ça
on a reconstitué cette table ronde. Et André, vous me disiez que dans le cadre d'un échange avec des étudiants, vous aviez justement étudié le modèle Terra, vous aviez été à Figeac, étudié les fermes de Figeac. Alors voilà, de votre point de vue un peu d'analyste d'un ensemble d'expériences, analyste, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, d'observateur d'expériences un peu concrètes dans les territoires, par rapport aux fermes de Figeac, Terra, comment vous voyez des similarités, des différences? Oui, on a fait un voyage d'études avec des étudiants en Master 2 et on a visité ces deux sites. C'est une coïncidence, mais elle est intéressante en termes de modèle, puisque Dominique Olivier, à Figeac, il part du territoire, de ses structures, de ses ressources, de ses problèmes, et il instille du coopératif, de l'environnemental, etc. Et il crée une dynamique forte. Donc c'est une démarche d'autonomie territoriale, comme Terra, mais avec des clés de fonctionnement qui sont différentes, puisque lui, il part vraiment de l'existant. Et c'est un type qui a une créativité, une capacité d'entraînement très, très forte. Et il dit d'ailleurs une intuition doit être poursuivie jusqu'au succès. Donc pour les gens qui ont des idées, c'est quand même un principe osé, mais enfin, avec des adaptations, évidemment. Il est très pragmatique, et puis il travaille avec les gens, et puis il va visiter Quand il a entendu parler des AMAP au Japon, il a emmené une délégation de gens de Figeac là-bas. Enfin, voilà, il y a une réflexivité, comme chez vous aussi. Et, voilà. Et donc, c'est une autre démarche de transformation territoriale globale, mais qui toutes les deux sont évidemment très, très utiles, très intéressantes, avec des différences. À Figeac, Figeac, il part d'un territoire qui n'a pas d'identité au départ. Et il va constituer une identité. Il travaille depuis 1985 sur ce territoire, donc c'est quelque chose de fort. Et vraiment, il utilise les ressources locales. Et donc, il y a un souhait d'équilibre, d'indépendance, d'autonomie, qui est différent chez vous, puisque à Terra, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, qui sont en rupture, enfin, comme tu l'as dit. Il y a un équilibre financier qui n'est pas évident, etc. C'est deux démarches qui sont heureuses, mais basées sur des principes différents. Et en tout cas, avec les ingrédients de participation, d'environnement, etc., de manière très forte. Et alors, juste pour pointer un truc marrant par rapport aux étudiants, moi je pensais que des intellectuels, parce que Master 2 c'est quand même pas mal, allaient tirer des enseignements de Figeac, et puis allaient être curieux par rapport à Terra, mais pas davantage. En fait, ces jeunes, ils ont été complètement ennuyés par Figeac, ça ne les a pas intéressés du tout, alors que on peut penser qu'il y a comme sur le pays de Méné, il y a des choses à tirer de cette construction. Et à l'inverse, ils ont été passionnés, emballés par Terra. Peut-être on peut dire les intellectuels ne sont pas très bien armés pour être en relation avec la réalité. Ça, il y a pas mal d'exemples, de témoignages de ça. On peut dire aussi, finalement, un projet qui est fini, il est moins excitant, il éveille moins le désir, il fait moins rêver, etc. C'est vrai qu'il y a, dans l'utopie, il y a quelque chose d'excitant. Voilà, je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez. Un point commun aussi, c'est l'existence, parce qu'on parle toujours du collectif. Je crois que ce qui est important aussi, ce sont les personnes, les entreprenants. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui joue le rôle de levain, qui apporte une petite graine, comme ça a été le cas ici au Pays de Menée. Il y a un entreprenant. Et je pense que les pionniers, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas très présent dans la littérature économique, mais c'est quelque chose d'essentiel. Quand on est sur tous les territoires d'innovation, il y a quelqu'un qui a eu une intuition et qui l'a portée, quoi. Alors c'est un peu un hasard, mais je vous ai vu assez souvent dîner, déjeuner ensemble avec Marie-Hélène ces 2 derniers jours. C'était sympa sur la table ronde. Vous connaissiez avant ou pas du tout? Comme ça? Je sais pas. Pardon, je veux pas rentrer dans votre vie personnelle. Hein. Non, c'est hors débat et puis ça va exciter les dessinateurs. Il n'y a pas besoin de les provoquer. Non, ma question plus largement, c'était autour du fait que qu'est-ce qui sort de vos conversations quand vous échangez entre vous qui avez écrit un livre sur les nouvelles solutions durables dans les territoires, notamment autour d'enjeux financiers, et puis vous, Marie-Hélène, sur une expérience concrète, voilà comment ça résonne ce local, ce national.
Marilène, je te laisse l'initiative de répondre. Bon, c'est bon, on a terminé. Voilà. Ah non, vous avez vraiment discuté d'autres choses, peut-être? On a discuté de plein de choses, Ouais, pas, plein de pas choses, seulement, ouais. pas seulement de ça. On a des conversations normales. Ouais. Non, un des trucs que j'ai bien retenu, c'est ce que tu disais, d'organiser des débats en fait entre des personnes qui ont des idées différentes, Ouais. et d'avoir tout un processus de ce que tu fais à Nanterre en fait. Ouais. Et je trouve ça vachement intéressant de voir comment. Moi, j'aimerais bien après voir comment nous, il y a tout un. Le paysage, il est assez diversifié là où on est en fait, entre je sais plein de vagues d'installations différentes, des agriculteurs, les collectivités locales. On a des points de désaccord sur le rapport à l'écologie aussi, et j'aimerais bien à un moment voir comment on peut dialoguer en fait autour de tout ça. Je trouve que ça serait vachement intéressant. Ça résonne avec une des questions qu'on a en termes d'intégration. Et c'était ce qu'on avait souhaité initialement à comparer Terra et les fermes de Figeac, parce que je ne suis pas sûr que vous connaissiez non plus avec Dominique Olivier. Et ça a été bien évoqué par André, c'est-à-dire c'est des trajectoires territoriales, enfin en tout cas de projets très différentes. Et on sentait qu'il y avait quelque chose à croiser pour enrichir peut-être les deux modèles. Et Terra a eu des petits problèmes d'intégration, on peut dire ça. Hein. Voilà. Et donc la relation au territoire est dans un cas plus difficile que l'autre. Juste sur les débats. Un débat, ça veut dire des gens qui ont des avis différents. Et donc moi, depuis 20 ans, j'organise dans un quartier politique de la ville à Nanterre quelque chose qui est passionnant, que je recommande à tous les animateurs de territoire, des débats avec des gens qui ont des avis différents. Et dès qu'on donne en début de débat des règles du jeu, on parle en son nom propre, on respecte le fil du débat, on n'a pas la science infuse, etc. Quelques phrases comme ça, on n'a aucun problème. Et dans un quartier politique de la ville, on arrive à traiter n'importe quel sujet avec sérénité, sauf pendant les périodes électorales où il y a des biais. Mais sinon, et vraiment, c'est très important pour les habitants. Ils ne sont pas très écolos dans les quartiers politiques de la ville. Moi, j'ai organisé un débat sur la santé. C'est avec des sujets un peu généraux, là aussi, mais avec des points de vue différents qu'on arrive à embarquer les gens et à travailler. En tout cas, faites des débats sur vos territoires. Les gens adorent ça. Saisissez les sujets sensibles. C'est vraiment la manière de mobiliser la population quand il y a des controverses, des fâcheries, des trucs comme ça. Et puis, former les jeunes à poser des questions, à animer, etc. Enfin, c'est un outil d'éducation populaire formidable. Merci à tous les deux. Je ne parle pas des outils financiers. Alors un petit mot sur les outils financiers. Ouais. Bon, j'anime un groupe de travail national sur les nouvelles solutions financières pour les territoires. Et donc, dans ce groupe, on a toute une série de dispositifs, enfin, Yannick, tu interviens aussi d'ailleurs, qui montrent comment on peut maintenant traiter cette question de la fuite de l'épargne. C'est pas normal que les responsables de territoire se plaignent du déficit de subventions, d'appels à projets, je ne sais quoi, et n'utilisent pas l'épargne qui existe sur leur territoire, parce que mobiliser l'épargne, c'est mobiliser les épargnants, c'est leur donner une place, c'est créer du lien, c'est créer des entreprises qui vont être plus résilientes parce qu'elles sont financées et dirigées localement, c'est aussi favoriser les échanges, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'effet flipper. Si l'argent circule sur le territoire, il va avoir 2 fois plus d'intérêt. C'est créer, mais ça tu es un spécialiste de ça, des investissements avec des logiques d'ancrage territorial. Il y a une étude allemande que tu connais bien. Si on compare 2 investissements, l'un où on ne fait pas attention à la mobilisation des ressources territoriales et l'autre où on mobilise de manière forcenée les ressources territoriales, l'argent, les entreprises, etc., au bout de 20 ans, l'écart en termes de retombées entre les deux, c'est 8 fois. Donc voilà, il y a plein de techniques et donc dans quelques jours on lance une série d'émissions radio sur Radio CNFPT, on pourra peut-être communiquer les dates, avec une dizaine de thèmes comme ça où on montrera comment on peut mobiliser l'épargne locale et surtout pas seulement associer, parce que ça les gens de l'environnement le font très bien, faire participer les gens un peu aux décisions ou au financement, mais aussi donner des espaces
d'initiatives aux porteurs de projets et aux épargnants pour qu'ils choisissent dans tout le panel des possibles les projets qui les intéressent. On peut mettre en avant la transition, mais aussi on peut dire, autre voie, mettez de l'argent dans des projets qui vous intéressent. Et si on met cette ouverture, on s'aperçoit que justement les projets de la transition vont être financés en priorité, qu'il y aura beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. Donc laissez la liberté aux habitants de financer, aux porteurs de projets, etc. Et puis un autre point, juste parce que j'ai le micro, j'attends qu'on me critique là-bas. Il y a aussi la question de... il y a plein de techniques pour travailler avec l'ensemble de la population, ça je pense que c'est important. Et puis, il y a cette question de transversalité. Et moi, j'adore les rencontres TEPOS, j'adore les rencontres de l'UNADEL auxquelles je participe. Il y a plein de réseaux thématiques comme ça qui ont des rencontres passionnantes. Il y a ceux de la culture, il y a ceux de l'entrepreneuriat, etc. Moi, je rêve d'un salon des territoires où on croiserait toutes ces approches pour lutter contre notre propension naturelle à l'entre-soi, au grégaire, etc. Et donc, c'est une idée que je lance, hein, on la saisit ce qu'il veut. Voilà. Je pense que le Menet pourrait saisir ça. Un salon à 30 000 personnes, vous avez déjà fait, non ? À peu près 42 ? Bon, on peut garder ça pendant quelques temps. Peut-être Marie-Hélène, en conclusion, je ne sais pas si vous avez un message, un dernier message qui vous tient à cœur. J'ai pas prévu. Très bien. Non, mais merci. Ça va, merci beaucoup de nous avoir invités. Merci. Pour moi, c'est très riche en fait de découvrir. Nous, on est un projet citoyen, de découvrir aussi par le regard des collectivités et que nous, on commence à découvrir en travaillant avec la mairie avec laquelle on bosse en ce moment. Oui, voilà. Et puis c'est un beau message que vous avez passé aussi, André, sur le fait qu'il ne faut pas attendre que ça vienne ni du national, ni du public, etc. Enfin, chacun peut agir à sa place. Oui, absolument. On a un terrain de jeu territorial et les gens, ils sont prêts, ils ont envie de ça. Et donc, il faut y aller. Donc, Nouvelle Solution Financière Territoriale, on a un groupe LinkedIn, hein, si vous êtes intéressé. Quand vous serez rebranché à Internet. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à TEPOS.